On a des interactions avec toute la partie, je dirais, armement. On travaille également avec des écoles plus typées militaires comme l'ENSTA. Et on travaille nous, sur la détonique, la science relative aux explosions. On étudie l'interaction des structures par rapport aux explosions. Et le laboratoire dans lequel je travaille a participé à la définition du pas de tir du lanceur Ariane 4 à Kourou. Aujourd'hui, dans le podcast, je reçois Olivier Pentier, qui est un enseignant-chercheur de l'IUT de Bourges. On va parler de beaucoup de sujets comme la détonique et la géotechnique, qui sont respectivement la science des explosifs et la science des sols. On évoquera également en France les relations qu'entretiennent les universités et l'armée. Et comme vous le savez sûrement, le secteur du BTP, comme beaucoup d'autres secteurs d'ailleurs, est sujet à des avancées technologiques. On parlera donc de BIM et d'IA, dont on entend déjà beaucoup parler, mais également de d'autres sujets, comme celui des scanners 3D, des drones ou même des jumeaux numériques. Sur ce, je vous souhaite un bon épisode. Donc bonjour Monsieur Pentier. Bonjour. Je précise à ceux qui nous regardent, vous avez été mon professeur à l'IUT de Bourges pendant mes années de BUT en génie civil, dans des matières telles que la géotechnique ou la détonique. Donc vous êtes enseignant-chercheur et également directeur adjoint de l'IUT de Bourges. Corrigez-moi si je dis une bêtise, mais il me semble que c'est ça. Tout à fait, oui. Donc la première question que j'aimerais vous demander, c'est en quelques mots si vous pouvez présenter le parcours académique que vous avez suivi et certaines de vos expériences professionnelles que vous avez pu faire avant de faire ce que vous faites aujourd'hui. D'accord. Le parcours académique, c'est centré sur le domaine du génie civil, puisque j'étais étudiant ici sur l'IUT de Bourges il y a quelques années maintenant. Et suite à... Donc j'ai eu à l'époque un DUT génie civil, et puis après j'ai poursuivi licence, donc c'était au Havre. Et puis après, j'ai fait ce qu'on appelle c'est un bac+5, un DEA à l'époque, un diplôme d'études approfondies. Et puis après, j'ai poursuivi par une thèse que j'ai réalisée d'ailleurs à l'IUT de Bourges, sous la direction d'un de mes anciens professeurs sur l'IUT, professeur Jérôme Renard, dans le domaine de la détonique, mon sujet de recherche. Et puis après, il faut passer des concours. Et puis j'ai eu l'occasion d'avoir un poste sur l'IUT de Bourges. Donc c'était en 1998 et depuis 1998 j'enseigne donc la partie géotechnique, la partie structure sur les l'IUT de Bourges, chose que j'apprécie toujours. Donc ça c'est la partie enseignement et puis en parallèle le côté administratif il y en a évidemment pour les enseignants-chercheurs à l'IUT et j'ai été donc directeur du département génie civil entre 2003 et 2009, également directeur du département génie civil entre 2015 et 2018 et puis après j'ai eu la chance d'intégrer l'équipe de direction de l'IUT depuis 2018. Donc je fais équipe avec le directeur actuel Pierre Vière, côté direction. Voilà. Donc pas mal de choses, de jouer en parallèle. Et puis évidemment la partie recherche. Je suis des stagiaires de master. Actuellement j'ai un thésard et on s'occupe de choses liées à la détonique, à la mécanique, à la biomécanique, des choses diverses et variées. Et c'est pour dire que les journées, je dirais, passent très très vite. Il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est très intéressant. Voilà. Et le matin, quand on est toujours heureux de venir au travail, c'est un très bon signe. Et je suis toujours sur cette dynamique. Ok. Et justement, le thésard, il est étudiant en master, vous avez dit ? Alors, le thésard a obtenu son master l'année dernière. Ah, et donc là, il intervient, il a entamé un parcours de thèse sur 3 ans. Donc, il est là sur 3 ans. Et donc, il y a un cours encadrement avec André Langlais, que vous avez vu également en enseignant, et moi-même. Ok, d'accord. Ok, très clair. Donc aujourd'hui, vous avez plusieurs casquettes, comme vous l'avez dit, que ce soit dans la recherche, dans l'administration de l'IUT ou même dans l'enseignement. Au cours d'une année, est-ce que vous êtes amené parfois à prendre plus une casquette plutôt que l'autre parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire, j'imagine. Oui. Comment vous coordonnez un peu ces Alors ça, c'est la complexité. C'est vrai que le métier d'enseignant-chercheur, c'est un petit peu le couteau suisse. On devrait être théoriquement opérationnel pratiquement à 100% dans chacun des domaines. Bon, pour moi, il y a un triptyque. Il y a l'enseignement, il y a l'administration et puis il y a la partie recherche. Bon, il est clair que les problèmes courants qu'on a à gérer au quotidien, c'est les problèmes liés à l'IUT, donc l'administration de l'IUT. Il y a les enseignements qui sont obligatoires. Je dirais que là, on a vraiment des créneaux bien précis dans la journée, dans la semaine qu'il faut évidemment honorer. Et la partie recherche, j'aimerais bien y passer plus de temps, mais il est clair que c'est la partie, je dirais, pour laquelle je ne peux pas consacrer autant de temps que je voudrais parce qu'il y a l'immédiat à gérer, il y a toujours des urgences, des mails, des coups de téléphone, des choses un petit peu inattendues qui arrivent au cours de la journée qu'il faut gérer pour faire tourner l'établissement. Ouais. Justement, sur cette partie recherche, je trouve que c'est intéressant parce que ce soit pour les universités ou les IUT, on les définit et quand on y pense, on pense souvent à l'aspect enseignement d'étudiants. Il y a tout un aspect recherche.
Est-ce que vous pouvez un peu, si c'est possible, hein, dans la mesure de ce qu'il est possible de dire publiquement, expliquer comment un peu est coordonnée cette partie pour quelles institutions vous êtes amené à faire de la recherche et sur quels travaux? D'accord. Alors, au niveau des enseignants sur l'UT de Bourges, et dans le supérieur, donc on a deux types d'enseignants. Il y a les enseignants qui sont détachés du secondaire et qui enseignent à l'UT de Bourges, à peu près la moitié, et l'autre moitié ont le statut d'enseignant-chercheur. Donc un enseignant-chercheur doit, en théorie, 50% de son activité au niveau enseignement et 50% de son activité au niveau de la recherche. Alors, la recherche s'effectue. Nous, on a de la chance à l'UT de Bourges, puisqu'on a un laboratoire qui est sur le site du UT de Bourges, ce qui est assez rare, puisque dans de nombreuses IUT, les laboratoires de recherche sont situés à l'extérieur, donc ce qui veut dire que les gens doivent se déplacer pour aller faire leur recherche. Donc nous, l'avantage, c'est que le laboratoire est juste à côté du département génie civil, et ça veut dire que dès qu'on a un petit peu de temps, donc on peut aller faire de la recherche, aller monter des manips, puisque la partie de la recherche dont je m'occupe plus particulièrement, c'est une partie où il y a beaucoup d'expérimentation. Et les expérimentations, faut faire le montage, on part de zéro. Donc on a des idées, on a un concept, on monte une manip. Et le temps entre lequel la manip est commencée à être conçue et l'instant où elle fonctionne correctement, ça peut mettre un temps plus ou moins variable. Voilà, on essaye, on découvre, on fait des expérimentations. Ça marche jamais du premier coup, bien entendu. Et une fois que ça fonctionne, je dirais que là, on est quand même heureux donc d'avoir des résultats. Et ces résultats, eh bien, on travaille soit pour des entreprises, des collectivités. Donc, on a des interactions avec, vu nos thématiques, évidemment, avec toute la partie, je dirais, armement. On peut citer des DGA, par exemple. On a des sujets de recherche qui sont quand même connexes. On a des actions qui sont communes. On travaille également avec des organismes, des écoles plus typées militaires, comme l'ENSTA. Donc, l'ENSTA à Brest, qui est une école d'ingénieurs militaires. Et on travaille, nous, effectivement, sur la détonique. Donc, la détonique, c'est la science relative aux explosions. Et on étudie l'interaction des structures par rapport aux explosions. Alors, moi, j'ai travaillé pendant de nombreuses années. Alors, on faisait des expérimentations, des essais à échelle réduite. Donc, on faisait des explosions donc de gaz. Et puis, on étudiait donc l'incidence de ces explosions sur les structures, donc des maquettes, que ce soit des maquettes de véhicules, des maquettes de bâtiments, pour voir un petit peu comment l'onde se propage au travers de ces bâtiments, de ces structures. Le but, c'était d'arriver à dimensionner correctement ces structures par rapport à un scénario accidentel, donc style onde de choc, qui est généré soit par une explosion accidentelle dans un domaine industriel, soit par un scénario, je dirais, plus attentat. Voilà. Ok. J'ai notamment travaillé sur des problématiques liées au métro. Voilà, imaginez bien que les conséquences qui peuvent arriver s'il y a une explosion au niveau des métros. Et c'est arrivé d'ailleurs dans les années 1995. C'est vrai que c'est intéressant parce que quand on pense détonique, on peut parfois penser à la science pour attaquer, en fait, presque pour faire des bombes ou je ne sais quoi dans le commun un peu des gens, sauf qu'en fait, c'est une science qui est surtout pour la défense. Ça, c'est pour la protection. Voilà, la protection des personnes déjà et la protection également donc des biens. Ouais. Voilà. Et vous avez évoqué aussi une notion que je trouve intéressante, c'est la notion de maquette. Est-ce que c'est une maquette physique dont vous parliez, sur laquelle vous faisiez des expérimentations, ou alors c'est vraiment on entend notamment la notion de jumeau numérique dans la construction. Il s'agit plus de ça, d'un jumeau numérique, ou plus d'une maquette? Alors, plus une maquette physique. Alors, au niveau de la recherche, il y a deux parties. Il y a la partie expérimentale et également la partie numérique. Le but, c'est donc d'acquérir des données expérimentales pour après implémenter des modèles numériques pour les valider. D'accord. Mais la partie sur laquelle je travaille le plus, donc, ce sont des maquettes physiques. Okay. Donc, on fabrique des maquettes à l'échelle 1 20e, 1 50e, qui respectent donc certains critères qu'on appelle d'homothétie, au niveau mécanique, au niveau géométrique. Et ce que l'on récupère comme information avec les capteurs sur les maquettes, donc on va les instrumenter avec des capteurs de pression, des capteurs de déplacement, des capteurs de déformation. Et les informations que l'on récupère sur les maquettes sont directement transposables sur la réalité. Voilà. Alors, on cite toujours un exemple, alors qui date un petit peu maintenant, parce que ça date des années 90, mais le laboratoire dans lequel je travaille a participé à la définition donc, du pas de tir du lanceur Ariane 4. Ah ouais, ok. Voilà, à Kourou. Ouais. Donc une maquette qui avait été réalisée, donc qui faisait une 60aine de centimètres de hauteur. Okay. Et les expérimentations qui ont été menées ont conduit donc à une redéfinition partielle donc, du pas de tir du lanceur Ariane 4.
Et les expérimentations, c'est en fait des expérimentations d'explosifs ou de choses liées à la détonique, mais à moindre échelle, pour Oui. essayer de voir les comportements. Ouais, tout à fait. Ok. C'est-à-dire, évidemment, donc, ce qui est compliqué, c'est le travail des explosifs solides, Ouais. donc, type TNT, donc qui est l'explosif de référence, le trinitrotoluène. Alors, la réglementation est très, très complexe. Donc, nous, on travaille plutôt avec des explosifs gazeux. Donc, Ok. les équivalences, on sait qu'un litre de tel gaz, dans telle condition, ça s'appelle stoichiométrique, équivaut à tel équivalent TNT. Donc, ça permet de travailler, Ouais. je dirais, plus en sécurité. Et puis, c'est moins strict en explosif gazeux qu'en explosif solide. Et ces maquettes, c'est vous qui les confectionnez ou Oui. c'est... Alors, Ok. soit on fait de la sous-traitance auprès de structures qui nous les réalisent, soit la plupart du temps, donc on réalise nous-mêmes nos maquettes. Alors, ces maquettes qui peuvent être en bois, généralement. Là, on travaille maintenant avec tout ce qui est imprimante 3D. On travaille avec des modèles plutôt en matière plastique. Et donc, ce sont des choses qui, je dirais, ne coûtent pas trop cher au niveau en termes de fabrication. Et ça marche bien quand même. Ouais. Ça marche bien. On a des résultats très intéressants. Le fait que vous fassiez vous utilisiez différents matériaux comme le bois ou le plastique et que dans la réalité, comme Ariane 4, ce soit d'autres matériaux, ça fait pas qu'il y ait une marge d'erreur trop importante. Ce qu'on étudie, c'est la surpression. Ok. C'est l'onde choc. C'est pas le côté, je dirais, structurel en tant que tel, mais on étudie donc la répartition de l'onde de choc sur la structure. Et après, donc une fois qu'on a ce qu'on appelle le champ de pression, eh bien, on va l'implémenter sur des modèles numériques, ce qui va nous permettre donc d'avoir des réponses mécaniques de structure. Mais nous, on caractérise le chargement. Ok, d'accord. Voilà. Alors ça, c'est une partie de recherche. Et puis, actuellement, donc, on est plutôt lancé sur une partie biomécanique. C'est-à-dire l'interaction entre donc, les structures biologiques et puis les explosions. Donc là, imaginez bien qu'avec tout ce qui se passe au niveau des conflits actuels, on est en plein dedans. Et là, on est en train de travailler sur des systèmes, ce qu'on appelle la cavitation. Okay. Donc la cavitation, pour faire simple, lorsque vous avez donc, un projectile qui arrive sur une plaque, eh bien, à l'arrière de la plaque, eh bien, il y a une onde qui est lancée. Et lorsque cette onde donc, intervient dans des milieux liquides, donc des milieux biologiques par exemple, eh bien, il y a des bulles qui sont créées, ce qu'on appelle des bulles de cavitation. Et ces bulles de cavitation vont lancer des ondes de choc. Et ces ondes de choc sont très délétères et elles vont en fait apporter donc, des problèmes sérieux donc, sur les tissus biologiques. Et donc, ça apporte donc des critères, des lésions qui peuvent être mortelles. Donc ça, c'est un sujet qui intéresse beaucoup donc, les militaires. C'est protection, gilet pare-balles, etc., protection du combattant. Ok, super intéressant. Et là, on a évoqué l'usage de la détonique principalement dans l'usage militaire, mais c'est beaucoup également utilisé dans un usage civil. Oui. Et même en génie civil, oui. Et même en génie civil. Est-ce que vous pouvez donner quelques usages auxquels on ne pense pas tout de suite de la détonique dans notre vie quotidienne? Alors, la détonique, on peut lier détonique, pyrotechnique, c'est tout ce qui est lié aux explosions. Je dirais quelque chose que l'on utilise tous les jours, c'est un véhicule. Donc, dans un véhicule, il y a de la détonique. On peut penser par exemple aux airbags. Donc c'est un système de déclenchement, un système pyrotechnique, donc ça permet quand même de sauver des vies et puis de sauver également, donc d'éviter d'avoir trop d'os fracturés. Et puis dans un véhicule, le fameux moteur explosion, évidemment, donc c'est une explosion, c'est une détonation. Et puis on a également donc un système également, tout ce qui est prétentionneur au niveau du ceinture de sécurité. Donc autrefois, il n'y avait pas de ceinture de sécurité, donc là évidemment c'était un petit peu plus embêtant. Et depuis qu'il y a les ceintures de sécurité, ça a protégé quand même pas mal de vies, mais on s'est aperçu au niveau biologique qu'il y avait toujours un os qui cassait très régulièrement, c'était la clavicule. Okay. Évidemment, donc une ceinture de sécurité qui est rigide. Lorsqu'il y a un choc, donc le corps va de l'avant. La clavicule, c'est l'os qui va reprendre tous les efforts. Il n'est pas dimensionné pour ça et elle claque. Voilà. Donc le système de prétentionneur qui est utilisé sur pratiquement tous les véhicules maintenant, c'est un système, c'est une amorce pyrotechnique qui permet, lors de la détection du choc, de libérer une certaine longueur au niveau de la ceinture de sécurité, de telle manière que le corps va pouvoir se projeter en avant de 10 ou 15 cm. Donc ça va amortir, je dirais, le choc au niveau de la clavicule, ce qui permet donc d'éviter en partie les lésions. Voilà. Donc, et puis évidemment, il y a tout ce qui est feu d'artifice. En génie civil, il y a tout ce qui est déconstruction. Donc déconstruction par explosif. Alors ça ne se fait pas extrêmement couramment parce que ça coûte cher.
hein, ça coûte beaucoup plus cher que du grignotage traditionnel avec une pelle hydraulique, mais ça permet donc d'avoir un chantier, je dirais, plus rapide. Et une fois que ce qu'on appelle le curage est réalisé, donc on a une opération qui est très rapide. Ça s'est réalisé sur Bourges il y a 4 ou 5 ans, il me semble, donc deux tours au niveau du quartier du Moulon qui ont été détruites quand il y a eu un foudroyage intégral. Alors, foudroyage intégral, c'est lorsque le bâtiment s'écroule sur lui-même, et il y a également la technique par basculement. On va plutôt mettre des charges d'explosifs sur un côté du bâtiment, de telle manière de le faire tomber à l'endroit où l'on veut. Voilà, c'est des techniques qui sont utilisées pour les ouvrages d'art, pour les bâtiments, mais je dirais ça reste moins courant que de la destruction par pelle mécanique. Ouais. Voilà, c'est l'histoire du coût. Voilà. Ouais, mais c'est efficace, hein, ça marche bien. Il s'est aussi utilisé en carrière ou même... Bien sûr, ouais. L'extraction de Ouais. carrière, donc effectivement, on utilise toujours des explosifs pour faire tomber donc les pans de roche. Et puis après, concassage, criblage, etc. Mais effectivement, les carrières sont des gros utilisateurs donc d'explosifs. Ouais. Voilà. Ok. Et puis, côté des toniques, il y a également des choses auxquelles on ne pense pas trop, mais je dirais toute entreprise pratiquement donc, peut être liée à des problématiques liées à la détonique. Les explosions, voilà, des explosions accidentelles. Alors évidemment, on peut penser à tout ce qui est réservoir de gaz, d'hydrocarbures, donc, qui peuvent sous certaines conditions exploser. On a eu l'exemple, notamment le fameux AZF dans la banlieue toulousaine, il y a quelques années maintenant, et on a vu donc les conséquences sur l'environnement. C'est-à-dire que dans un rayon de plusieurs centaines de mètres, je crois même jusqu'à 2 km, on a eu beaucoup de vitres qui ont été soufflées et des dégâts matériels et humains qui ont été très, très importants. Donc l'objectif, c'est d'essayer donc d'anticiper ces risques, de cloisonner donc ce qui peut servir d'explosif pour que si jamais donc on a un problème d'explosion, eh bien le danger soit entre guillemets maîtrisé. Ok, intéressant. Et la détonique, comme tout domaine, ça avance constamment. On apprend des choses, notamment des recherches qu'on effectue. Est-ce que dans les dernières années ou dans les recherches qui sont menées actuellement, il y a des innovations en particulier qui peuvent être intéressantes à communiquer? Je pense même par exemple au fait que l'intelligence artificielle, par l'analyse de données, peut peut-être faire gagner en prédictabilité. Voilà, essayer de mieux prédire comment va réagir tel ou tel ouvrage en fonction de tel ou tel explosif. Je sais pas, c'est des hypothèses. Alors, l'IA, au niveau du laboratoire, on ne l'utilise pas en tant que tel pour étudier les phénomènes de détonique, mais au niveau des dernières avancées, donc, ce qui est important, c'est de prédire le champ de pression qui va être généré par une explosion. Voilà. Donc maintenant, ces dernières années, donc, on a travaillé donc, sur des modèles qui sont au point, je dirais. Au point expérimental, il est clair qu'en termes de modélisation numérique, à partir de l'instant où on a une onde de choc qui va se réfléchir sur des bâtiments, sur des véhicules, etc. Donc là, on a des propagations d'ondes de choc qui sont très complexes à gérer. Et les logiciels actuels qui permettent de gérer ces phénomènes, je dirais, manquent encore de fiabilité. Okay. Alors, il est clair qu'avec l'IA, maintenant, si on implémente différents scénarios accidentels, différents problèmes qu'on a obtenus, on peut, je pense, arriver à une meilleure définition, mais ça reste encore dans le domaine de la recherche. Et le souci, c'est que lorsqu'il y a un accident qui survient, il n'y a pas beaucoup de capteurs qui permettent d'enregistrer les niveaux de surpression. Okay. Voilà. Et évidemment, ce n'est pas instrumenté, comme c'est un accident. Puis s'il y a peu de capteurs, il n'y a pas la donnée, et donc voilà. On peut se baser que sur par exemple, on sait que si on a telle structure qui est déplacée par rapport à une explosion, on sait que le champ de pression est compris entre telle ou telle valeur. Mais ça reste quand même assez empirique. Voilà. Il y a encore des choses à expérimenter, il y a encore des choses à voir. Bien sûr. Voilà. Donc on a un peu fait le tour au niveau de la détonique. Maintenant, au niveau de la géotechnique, qui est une autre matière que vous enseignez, est-ce que vous pourriez rapidement définir comme s'il y avait quelqu'un à côté de nous qui connaissait absolument pas ce que c'était et les usages, en tout cas l'utilité qu'a la géotechnique dans le secteur du BTP et du génie civil. Alors la géotechnique, c'est un domaine que j'apprécie particulièrement puisque c'est un domaine qui va allier donc une partie mécanique, tout ce qui est histoire de contraintes, déformations, déplacements, et une partie
Et non, pouf, je recommence. Pas de souci. Donc la géotechnique, c'est un domaine que j'affectionne plus particulièrement, puisque c'est un domaine qui va allier une partie mécanique avec les contraintes et les formations, les déplacements, et une partie où on utilise du matériel, donc une partie expérimentale. Alors la géotechnique, telle qu'on l'enseigne à l'IUT, donc alors je fais prendre conscience déjà aux jeunes que la géotechnique, toute structure de génie civil a un lien avec la géotechnique. Toute structure repose sur un sol. Quoi qu'il arrive, que ce soit par des fondations superficielles, que ce soit par des pieux, que ce soit par un autre moyen. Et pour moi, il y a deux moyens, donc deux manières de voir les choses. Soit il faut adapter la structure par rapport au sol. C'est ce qu'on va faire, par exemple, avec un bâtiment en adaptant les fondations. Donc, c'est un sol qui est de bonne qualité, bon, on va plutôt mettre des fondations superficielles. Un sol qui est de mauvaise qualité, bon, on va plutôt aller vers des fondations profondes, avec un coût, évidemment, qui va aller en augmentant. Ou alors, on peut adapter le sol par rapport à la structure. Alors, ça paraît un petit peu bizarre d'adapter le sol par rapport à la structure, mais c'est ce qu'on fait, par exemple, dans le domaine des travaux publics. Quand on fait une voirie, eh bien, la voirie, la structure en tant que telle, c'est des couches de matériaux qui sont compactés. Après, on a des couches d'enrobés. Donc, ça reste une structure qui est quand même très, très souple. Et il faut adapter le sol par rapport à ces structures. Il ne faut pas que le sol engendre de poinçonnement, par exemple. Donc, on va faire du traitement de sol, on va faire de l'amélioration donc, des sols, des inclusions. Donc, c'est comme ça que l'on va adapter le sol par rapport à la structure. Donc, deux manières de voir les choses. Une pour moi qui est plutôt bâtiment et l'autre qui est plutôt travaux publics. Donc ça, c'est la première partie. Et puis, l'autre problème que l'on a avec la géotechnique, c'est l'eau. Voilà. Donc l'eau, comme je dis toujours, s'il n'y avait pas d'eau, il n'y aurait pas de problème de mécanique des sols. Et puisque l'eau va engendrer des comportements différents sur les matériaux. Si on cite donc le cas du matériau le plus embêtant, c'est l'argile. Hein. Tout le monde entend en parler, donc des problèmes liés à l'argile, surtout effectivement avec les changements climatiques que l'on a actuellement. Effectivement, donc une argile qui va être pratiquement sèche, bien qu'une argile soit presque jamais sèche, donc pour avoir un comportement mécanique tout à fait acceptable. Et cette même argile, si elle atteint donc un taux d'hygrométrie assez important, eh bien elle va plutôt se comporter un petit peu comme de la pâte à modeler. Donc effectivement, la structure va pas avoir le même comportement. Donc la géotechnique, ça va être l'art d'un petit peu de concilier tout ça et d'arriver donc à dimensionner donc un bâtiment, un ouvrage d'art, un bâtiment industriel sur un sol de telle manière que le bâtiment puisse rester intègre tout au long donc de sa vie. Alors que ce soit l'été, l'automne, l'hiver, évidemment, il faut que le bâtiment résiste à toutes les situations météorologiques. Et donc la géotechnique, bon, ça c'est une partie. L'autre partie, c'est la conception des structures en relation avec le sol. Donc il n'y a pas que des bâtiments, on peut penser par exemple à tout ce qui est ouvrage de soutènement, donc un ouvrage qui maintient des terres. Donc ça c'est un domaine que j'aime bien puisqu'il y a une partie calculatoire qui est assez importante. Et quand on parle de pale planche, quand on parle de soutènement, ouvrage poids, ouvrage cantilever, bon, c'est les choses que découvrent les étudiants avec moi. Ils découvrent qu'il y a beaucoup de calculs. Et illustrer ce que vous disiez tout à l'heure au sujet aussi de la possibilité d'adapter le sol à la structure, pour illustrer, pour faire comprendre un peu plus facilement aussi. Moi, ce que j'avais vu dans un cabinet de géomètre, c'était le fait de rajouter de la chaux dans du sol, parce qu'il y avait des camions qui venaient, des camions qui transportaient des pales d'éoliennes. Et c'était trop lourd, en fait, et ça faisait en sorte que les camions s'enfonçaient dans le sol, et c'est vrai que la chaux, c'était une possibilité pour consolider. Alors ça, c'est une possibilité quand on a des sols argileux. En fait, la chaux, c'est de la chaux vive qu'on étend sur le sol. Après, donc, il y a un malaxage obligatoire. Et lorsque la chaux est malaxée dans un sol argileux qui est humide, eh bien, on va avoir une réaction chimique et l'eau va partir en quelque sorte. Et le sol, il va se transformer, ça va faire donc des sortes de boulettes dans le sol avec un matériau beaucoup plus porteur. Ce qui veut dire qu'après, donc, effectivement, donc, les camions qui sont assez lourds, donc il y aura une portance du matériau qui sera supérieure, donc grâce à ce traitement, et les roues des véhicules donc, ne s'enfoncent plus. Voilà, donc ça, c'est un type de traitement, c'est un type d'adaptation, donc sol par rapport à l'ouvrage. Exactement. Alors après, en géotechnique, il y a d'autres domaines tels que l'étude des cavités. Les cavités, c'est un problème assez important, notamment dans certaines régions. Je pense notamment aux régions d'Orléans, aux régions de Tours, donc les régions le long de la Loire. Donc on a un sol qui est calcaire. Et dans ces sols calcaires, donc on a donc des écoulements hydrauliques, donc de l'eau qui passe. Et l'eau, lorsqu'elle va dans le calcaire, au bout des
des dizaines, centaines de milliers d'années, eh bien l'eau elle va ronger le calcaire et ça va créer des cavités. Et on sait très bien que certaines zones, même dans le centre-ville d'Orléans, eh bien c'est un vrai gruyère. Et si on a des constructions au droit donc de ces cavités, eh bien, ce qui se passe, ça s'effondre. On a l'exemple de la rue de Bourgogne, par exemple, en plein centre-ville d'Orléans, où il y a tout un quartier. Donc, ils ont fait donc, de la consolidation des sols, ils ont fait donc, du comblement donc, de cavités, mais ça bouge encore et ça crée donc des problèmes très importants, surtout sur de l'habitat ancien, pour lesquels les fondations n'étaient pas forcément faites telles qu'on les fait aujourd'hui. Puis ce que je trouve très évident avec la géotechnique, c'est que en fait, on n'a pas une vision claire des choses comme on peut l'avoir sur tout ce qui est à la surface, comme c'est dans le sol, on est obligé de ça faire se voit des pas. essais. Et comme vous dites, quand il y a des cavités comme à Orléans, bah, en fait, c'est compliqué de se prémunir de solutions quand on n'a pas conscience ou quand on a fait des essais, mais que les essais tombaient pas pile à l'endroit où en fait il y a la fragilité. Donc, Un sol, c'est un milieu qui est hétérogène. Par Ouais, essence. Et effectivement, donc on a beau faire donc, différents essais, on peut faire des essais de reconnaissance des sols sur un chantier, il y a des aléas qui existent, et si on ne tombe pas sur l'aléa, ben, on ne sait pas qu'il est là. Voilà. On a des... On peut faire des hypothèses, on soupçonne qu'à tel endroit, il peut y avoir, donc, par exemple, des aléas, mais si on ne tombe pas dessus, voilà, je dirais que c'est la faute à pas de chance. Donc ça veut dire qu'après, faut refaire donc, des études complémentaires et puis trouver des solutions technologiques qui vont nous permettre donc, d'adapter l'ouvrage par rapport à la structure. Alors, je peux même vous citer donc, le cas d'un hôtel qui a été réalisé donc, à l'entrée de l'autoroute sur Bourges. Donc on est sur un plateau calcaire, donc du calcaire même qui est très, très résistant. Et bien une partie de l'hôtel, lorsqu'ils ont fait les terrassements, ils sont tombés sur une poche d'argile qui n'avait pas été décelée. Donc évidemment, il a fallu adapter les fondations par rapport à la présence de cette poche d'argile, parce qu'évidemment, des fondations semelles filantes sur une poche d'argile, ça n'aurait pu occasionner que des désordres structurels sur le bâtiment. Donc ça retarde d'autant plus le chantier et sa livraison. Bien sûr. Pour faire le lien avec ce qu'on parlait tout à l'heure, on a parlé de maquettes et de jumeaux numériques. Oui. Est-ce que dans la géotechnique, parfois, on est aussi amené à faire ce genre de choses, que ce soit simuler un sol, c'est vraiment des idées que je dis comme ça, simuler un sol voilà, sous forme de maquette miniature, ou alors eh bien, utiliser des logiciels qui resimulent les caractéristiques techniques d'un sol. Est-ce que c'est utilisé en recherche Alors, au niveau de la géotechnique, faire des maquettes physiques, c'est assez compliqué. Ok. Parce qu'on n'arrive pas à avoir la corrélation, ce qu'on appelle le critère d'homothétie, entre la réalité et puis donc, nos maquettes. Donc ça marche mal. Par contre, ces dernières années, effectivement, on fait beaucoup de simulations numériques avec des modélisations donc, de sol. Et ça, c'est des choses qui marchent plutôt bien. Alors après, mettre de l'IA là-dedans, c'est une chose qui est... Alors, ça existe sûrement, je n'en ai pas entendu parler, mais ça pourrait donc permettre donc, de gérer des problématiques particulières. Mais là, ça se ferait, je dirais, sur des chantiers bien particuliers, des grands chantiers. Si on fait du bâtiment, je dirais bâtiment classique, bon, je pense pas, le coût serait un petit peu prohibitif. Par contre, si on fait donc des grands ouvrages de génie civil, là effectivement, je pense que l'IA a une place au niveau de la modélisation dans ce domaine. Je pense que c'est possible. Ok. Pour viser plus large, j'ai parlé du secteur du BTP de manière plus générale. Comment est-ce que vous décririez la situation actuelle aujourd'hui du secteur du BTP, tant sur la stabilité économique, la disponibilité en main-d'œuvre, ou même les défis que sont amenés à rencontrer certaines entreprises environnementales notamment? Alors, vaste sujet. Alors, le domaine du BTP, alors, on sait bien que l'activité est cyclique. Donc on a une sinusoïde, je reviens au niveau mathématique. Donc il y a des périodes où il y a une activité je dirais, débordante, où d'ailleurs on a beaucoup d'entreprises qui se créent. Et puis d'autres périodes, comme en ce moment, donc une stabilisation et voire une baisse du carnet de commandes, notamment tout ce qui est commandes publiques. Donc on sait que l'État, effectivement, en ce moment, donc, il est plutôt en phase de rechercher de l'argent plutôt que d'en dépenser. Donc les grands travaux sont mis un petit peu en stand-by. Et donc ça veut dire qu'au niveau activité économique,
économique, voilà, on est actuellement dans une baisse. Il y a une baisse du carnet des commandes et les entreprises donc, se tournent un petit peu plus vers les marchés privés que vers les marchés publics. Donc ça, je dirais, c'est la tendance actuelle. Alors, cette tendance actuelle, je dirais, n'a pas d'impact sur l'embauche de nos jeunes actuellement, puisque la pyramide des âges dans le secteur du BTP est quand même de telle sorte qu'il y a beaucoup de départs en retraite, et les départs en retraite sont remplacés pour l'instant. Puisque comme on est une activité qui est cyclique, quand ça va repartir, si l'entreprise n'a pas les moyens humains, je dirais, ça va poser des problèmes. Alors, nos jeunes que l'on forme à l'IUT, donc maintenant avec le BUT, donc on forme du Bac plus 3, donc c'est des cadres intermédiaires, donc des jeunes qui vont assurer donc, des missions d'encadrement. Donc il y a de la place. Donc nos jeunes trouvent toujours sans problème à être embauchés. Même à des postes qui sont bien intéressants. Et je dirais de ce côté-là, donc il n'y a pas de souci. Par contre, si on regarde à un niveau un petit peu plus bas, ce qui manque actuellement dans le secteur du bâtiment et des publics, c'est les métiers, des métiers de maçon. Voilà, des bancheurs, des coffreurs, ferrailleurs. Donc là, c'est les métiers pour lesquels on peine un petit peu à embaucher. Et je crois que c'est quelque chose, c'est un problème qui va perdurer encore sur les années qui suivent. Voilà. Ok. Et quant à votre regard sur l'avenir du BTP, que ce soit sur les méthodes constructives, les matériaux qu'on va utiliser, ou même l'utilisation de nouvelles technologies, ça bouge. Quel est-il ? Ça bouge. Ça bouge notamment par rapport à ces nouvelles technologies. Donc on a entendu parler du BIM. Le Building Information Modeling. Donc le BIM, c'est quelque sorte, c'est une maquettisation donc d'une structure qui permet d'englober tous les corps de métier et qui permet même donc de voir le futur de la structure. Voilà, c'est quelque chose qui est très ambitieux, qui ne se fait pas évidemment pour du pavillonnaire, mais à chaque fois qu'on a des projets donc, d'envergure, c'est quelque chose qui est fait systématiquement. Donc le principe, c'est de construire une maquette directement en 3D et de mettre tous les corps de métier lors de la construction dans cette maquette, de telle manière à ce que dès qu'on intervient sur une partie du bâtiment, eh bien, il y a tous les corps de métier qui vont être impliqués directement par ce changement. C'est quelque chose qui est très positif, qui est très bien. Et donc les jeunes que l'on forme à l'UT de Bourges, donc on ne va pas les former pour concevoir les maquettes de A à Z, mais on les forme pour utiliser ces maquettes, c'est-à-dire savoir extraire de l'information. Voilà. Donc ça, c'est une révolution qui existe au travers au départ, il y avait différents logiciels. Maintenant, celui avec lequel les professionnels travaillent principalement, c'est Revit. Donc on voit très bien que nos stagiaires, lorsqu'ils sont sur le terrain, ils travaillent avec ce logiciel. Et c'est quelque chose qui prend vraiment de plus en plus d'importance. Alors, il est clair que la partie numérique, la partie IA, donc c'est également une révolution qui est en train de se mettre en marche dans le domaine du BTP. Donc on a maintenant des scans 3D, des scans en 360, donc qui permettent de modéliser une structure. Avant, pour faire une reconnaissance, pour modéliser une structure, il fallait prendre des instruments de topographie, et il fallait passer quand même pas mal de temps, faire différentes stations pour modéliser donc, l'objet. Maintenant, je dirais que c'est beaucoup plus simple. On prend un scan 360, on le pose sur un trépied, et puis en quelques instants, on fait donc 2 stations, 3 éventuellement, et en quelques instants, on a suffisamment de points pour modéliser complètement l'environnement de la structure en 3D. Alors après, évidemment, ça nécessite donc des moyens informatiques assez importants, puisque ça fait des fichiers qui font quand même quelques gigaoctets. C'est quand même assez lourd à traiter, mais ça permet donc d'avoir en peu de temps quelque chose pour lequel on mettait plusieurs semaines à faire auparavant. Et maintenant, donc j'ai rendu visite à EDF c'est l'année dernière, et ils ont même donc des scanners 3D qui sont montés sur les drones. Notamment pour inspecter les galeries. C'est-à-dire que les drones, on les lance dans les galeries, et puis donc ils font les scans 360, et puis lorsque le drone revient à la station de base, eh bien on a la modélisation totale de la structure. Alors ça c'est curieux parce que c'est des choses qu'on voyait dans les films de science-fiction il y a quelques années, et je dirais que maintenant la réalité rejoint la fiction. Donc il y a quand même beaucoup d'améliorations. Ouais, puis il y a même des topographes, moi j'avais vu, qui s'étaient lancés à leur compte, qui n'ont pas le diplôme d'état géomètre expert, qui proposent juste des missions topographiques, et ils achètent un drone et puis ils y vont comme ça. Bon, c'est vrai que c'est assez marrant. Ouais. Alors, dans le domaine du génie civil, il y a aussi quelque chose d'important, c'est la gestion des déchets.
Donc sûr. pour moi, c'est quelque chose qui est important, qui a pris pardon. C'est quelque chose qui est d'actualité et qui a beaucoup changé par rapport aux dernières années. Dans les années 80-90, lorsqu'on faisait un chantier de bâtiment, qu'est-ce qu'on faisait des déchets? On faisait un trou dans le sol, on les enfouissait, on les brûlait, voilà, et puis après, donc on mettait de la terre par-dessus, terre végétale. Voilà. Bon, maintenant, évidemment, donc ça, c'est terminé. Donc, on a une gestion donc, des déchets et on a une revalorisation donc, des déchets. On ne parle plus de démolition, on parle de déconstruction. Ouais. C'est-à-dire qu'on va essayer de réemployer le maximum de matériaux pour reconstruire par la suite. Alors, ce n'est pas encore de l'économie circulaire, mais on essaye de revaloriser la majeure partie des matériaux. Tout ce qui est métal, c'était recyclé quand même depuis de nombreuses années, donc on poursuit. Le béton, maintenant, est pareil, donc le béton va être valorisé. Alors le béton, on n'arrive pas encore à le valoriser pour faire du nouveau béton. Parce que ça coûte cher, puisque refaire du béton neuf avec du béton ancien, déjà, il faut le cribler, il faut le nettoyer, donc il faut utiliser de l'eau. Cette eau, après, donc, il faut la retraiter avant de la renvoyer dans le milieu naturel. Donc c'est un process qui a été étudié encore au niveau expérimental, mais qui coûte encore trop cher pour que ce soit réutilisé à grande échelle. Donc ça ne marche pas. Par contre, on va utiliser donc, ces résidus donc, de béton pour refaire des remblais, par exemple. Okay. Là, pour faire des sous-couches dans le cas de réalisation donc, de rocades, donc de chaussées. Donc tout ce qui est déconstruit est réutilisé. On peut citer l'exemple actuellement donc, dans le cadre du NPNRU, donc la rénovation des quartiers de Bourges-Nord. Donc là, ils sont toujours en phase de déconstruction des tours HLM. Et effectivement, donc on voit bien qu'au départ, ils font ce qu'on appelle le curetage du bâtiment, c'est-à-dire qu'ils enlèvent tout ce qui est matériaux, le plâtre, les fils électriques, etc., de telle manière après qu'il ne reste plus que le béton. Après, donc on a un process par grignotage, ou éventuellement par explosif, et après donc on a uniquement donc, des gravats qui sont constitués donc, de métal et de béton. Voilà, donc le métal est évacué et le béton, donc après, donc le métal est recyclé pour refaire d'autres aciers à béton, par exemple, ou d'autres structures. Et puis le béton, lui, va être évacué, concassé, criblé et va resservir pour refaire pour faire d'autres éléments de structure. Et c'est quelles entreprises qui se chargent de récupérer, admettons, du métal usagé ou qui a déjà une durée de vie dans un ouvrage pour en reconcevoir? Alors, le métal est envoyé directement en sidérurgie. Ok, ouais. Voilà. Il est refondu. Refondu, voilà. Et puis, le métal, donc je dirais que l'acier, par exemple, le cycle de vie est infini. Voilà, on peut le recycler à l'infini. Ouais. Voilà. Le béton, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, les filières de béton, donc c'est des entreprises, je dirais les majors du BTP actuel, je ne citerai pas, qui ont leur filière adaptée et qu'ils vont recycler, soit en interne pour leur propre construction, soit en revente auprès d'entreprises tierces. Ça leur coûte moins cher en fait que d'acheter. Oui. Ouais, puis actuellement, donc refaire du béton avec des matériaux neufs, on utilise du sable, on utilise du gravier. Les ressources ne sont pas inépuisables. Donc on a longtemps puisé dans les anciens lits des rivières. Donc il y a encore des matériaux, mais ça tend quand même à se raréfier. Et ouvrir des nouvelles carrières, c'est compliqué. Alors, c'est compliqué au niveau administratif, c'est compliqué au niveau environnemental, et on sait que c'est loin d'être une ressource inépuisable. Voilà. Alors, il y a un autre domaine également, donc, on parle du bâtiment, on peut parler également donc, du TP, travaux publics. Donc, en termes de matériaux, donc là, on va utiliser non pas du ciment, mais on va utiliser donc, du sable, du gravier, et puis non pas un liant hydraulique, mais un liant hydrocarboné, qui est donc le bitume. Alors, le bitume, ça vient du pétrole. Donc, ça fait longtemps qu'on entend dire que le pétrole, il n'y en aura plus bientôt. Bon, il y en aura encore pour quelques années. Mais il est clair que l'industrie routière, c'est un gros consommateur donc, de pétrole. Alors, il y a des recherches qui ont été menées pour essayer donc, de substituer ce fameux liant hydrocarboné par d'autres choses. Mais je dirais que pour l'instant, voilà, on fait toujours des routes avec des liants hydrocarbonés. Voilà. Autant les granulats, donc on peut les récupérer, on peut les recycler. C'est-à-dire que dans des chaussées actuelles, on peut aller jusqu'à 40% de recyclage, donc ce qui est très très bien.
Mais on est toujours obligé donc d'introduire du liant supplémentaire, donc d'introduire des choses à base de bitume. Alors je sais que certaines entreprises ont fait des essais avec des liants style écologiques, donc des liants, des liants plus naturels. On n'arrive pas à s'en passer parce que sinon c'est pas assez solidifié. En fait, Bah, c'est pas assez... L'avantage du liant hydrocarboné, le bitume, c'est que par rapport aux variations de température, il aura toujours des propriétés mécaniques intéressantes. On sait très bien qu'une chaussée, entre l'été et l'hiver, on peut avoir des variations de température de plus de 80 degrés. Donc il faut que le liant soit capable de résister en plein soleil l'été. Et on sait qu'un enrobé, c'est noir, donc le noir, la température augmente de manière très, très importante. L'hiver, dans certaines régions, un corps de chaussée peut descendre en température très, très, très bas. Et il faut que par rapport à la circulation de véhicules, il faut que la route résiste, quelle que soit l'action climatique. Voilà, donc le bitume a des propriétés mécaniques très intéressantes à ce niveau-là. Voilà. Alors, il y a des liants végétaux qui ont été testés. Et le problème de ces liants végétaux, c'est qu'en termes de variation, je dirais, de température, ils n'arrivent pas à être aussi flexibles que le liant hydrocarboné. Alors, ça existe toujours. On s'en sert pour faire donc des voiries, je dirais, réserver les voies vertes pour le mode de déplacement doux, tout ce qui est vélo, etc. Donc là, ça fonctionne bien. Malgré le fait qu'en termes de durabilité, on a des chaussées qui vont fissurer assez rapidement. L'avantage de l'enrobé à base de liant hydrocarboné, c'est qu'il va y avoir une adaptation par rapport à la sous-face. C'est-à-dire que si on a des variations dimensionnelles de la structure sous-jacente, eh bien, l'enrobé va pouvoir suivre cette variation et assurer toujours sa fonction première. Donc ça marche bien. Voilà. Ok. On a parlé de déconstruction plutôt que de démolition, Oui. et voilà, du fait qu'en France, on se pose vachement la question de réutiliser les matériaux usagés pour créer de nouvelles structures. Comment on se positionne par rapport à d'autres homologues européens ? Est-ce que vous êtes en capacité de... Alors, je n'ai pas les données en tête, Ouais. mais alors je sais que le modèle, c'était souvent l'Allemagne sur cette problématique. Alors, je pense qu'on a bien rattrapé notre retard. Ouais. Maintenant, donc, les matériaux qui vont directement en carrière, les matériaux qui sont entre guillemets jetés, il n'y en a presque plus. Voilà, on va réutiliser le maximum donc, de matériaux dans un souci économique, déjà, parce que la mise en carrière, la mise en décharge, c'est quelque chose qui coûte de plus en plus cher. Donc je dirais que c'est un petit peu normal, parce que si le coût était ridicule en termes de mise en décharge, les entreprises ne se poseraient pas de questions. Voilà, on met en décharge, ça coûte moins cher. Mais comme maintenant, donc, la mise en décharge, c'est quelque chose qui coûte quand même de l'argent, donc économiquement, c'est plus rentable maintenant de réutiliser les matériaux plutôt que de faire de la mise en décharge. Donc je dirais qu'il y a ce critère économique qui incite vraiment les industriels à réutiliser les matériaux plutôt qu'à reprendre des éléments neufs. Ouais, c'est vrai que c'est assez marrant. On fait le parallèle avec ce que je parlais avec Maxime Clavel d'Enercool au dernier épisode. En fait, généralement, les solutions écologiques, elles commencent à vraiment fonctionner dans un secteur le jour où elles apportent un gain annexe que l'écologie, que ce soit économique notamment, ou alors en termes de productivité, de stabilité. Lui, en l'occurrence, il faisait des revêtements réflectifs blancs qui étaient mieux pour l'environnement, mais qui baissaient la facture des entreprises. Et puis là, on voit que, justement, avec ce que vous dites, les entreprises commencent à se poser la question de est-ce qu'on va mettre ou pas en carrière le jour où, en fait, c'est plus cher pour elles. Oui. Le critère économique, c'est celui-là, je dirais, qui va gouverner les choses. Quand il y a les appels d'offres, donc évidemment, il y a le critère environnemental, mais il y a aussi donc, le coût qui intervient. Alors, à chaque fois, ce n'est pas évidemment donc, le moins 10 ans qui remporte le marché, encore une chance, mais le critère coût est quand même bien regardé. C'est une technique qui coûte 10 fois plus cher qu'une autre, mais même si elle est mieux, je dirais, au niveau environnemental, on va se poser des questions. Ok, super. Je vous remercie pour cet épisode. Merci à vous, en tout cas. Merci pour ces éléments. Et puis, je vous souhaite bonne continuation.